Vous écoutez Axon par capsule. Bon, c'est bien mignon ces histoires de genre, mais la nature, elle ne se pose pas de questions. Elle est binaire, n'est-ce pas? Et puis, si on peut faire confiance à quelqu'un, c'est bien la science du 19e siècle, pas vrai? Et puis, c'est pas comme s'il existait des ambiguïtés sexuelles dans la biologie de l'être humain, hein? Vous l'avez compris, nous allons parler de biologie avec Joël Viels, à qui nous avons posé nos questions, comme toujours, naïves, et auxquelles nous avons eu des réponses, comme toujours, surprenantes. Axone, le genre et la biologie, c'est maintenant. Bonne écoute. Bonjour Joël Viels, vous êtes biologiste. Avec Evelyne Père, nous avons travaillé depuis de très nombreuses années sur la question de la détermination du sexe. Donc moi d'un point de vue cellulaire et moléculaire, et elle d'un point de vue plus anthropologique et paléontologique. Elle travaille, elle, sur les squelettes. On a une recherche que moi je qualifie volontiers de critique féministe des sciences. Vous le savez, nous ne vivons pas dans une société où la science est neutre. En tout cas, moi, je ne le crois pas. Et donc, les gens qui font la science la font avec de là où ils sont, c'est-à-dire dans une société qui est relativement toujours sexiste. Très bien. Et donc grâce à vous, aujourd'hui, on va pouvoir découvrir le regard de la biologie, et donc d'une biologiste, sur les questions de la détermination sexuelle. Alors on commence par une première question écrite par un philosophe et traduite par un ancien agriculteur que je suis. N'est-ce pas réducteur que de parler de sexe? Et quand on parle de sexe, est-ce qu'on ne s'enferme pas déjà dans quelque chose? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est pas réducteur de parler de sexe. C'est-à-dire que il faut bien voir que, enfin, pour moi, en tout cas, quand on dit sexe, on dit biologie, hein. C'est-à-dire que il faut découpler le sexe et le genre. Le sexe, c'est c'est une réalité. En tout cas, c'est quelque chose de biologique. Le sexe, si on le prend au sens basique de la biologie, sa fonction, c'est la reproduction. Ouais, je sais pas comment on peut dire, l'évolution, la nature, appelez-le comme vous voulez, a créé un nombre incalculable de façons d'aboutir à des individus sexués. Qu'est-ce que c'est qu'un individu sexué? Un individu sexué, c'est un individu qui est capable de faire n'est pas capable de se reproduire lui-même, d'accord? Et il y a besoin de deux personnes pour se reproduire. La fonction sexe en biologie, c'est une fonction qui est destinée à faire que une partie de la population va faire des cellules ce qu'on appelle des gamètes, qui ont que la moitié du patrimoine génétique et qui doivent fusionner avec une autre cellule, un autre gamète pour fabriquer refabriquer un autre individu qui évidemment sera différent de vous-même, d'accord? Et des deux personnes qui l'auront conçu. On estime que le sexe est basé sur les chromosomes, ce qui est vrai ce qui est vrai, pas que sur les chromosomes, mais il est basé sur les chromosomes. Ce qui nous diffère entre les mâles et les femelles, c'est que les femelles ont deux chromosomes X et les mâles ont un chromosome X et un chromosome Y.
Donc ça, on a tendance à penser que, enfin, moi, quand j'interroge les gens autour de moi, tout le monde me dit oui, XX, XY, tout le monde sait ça. De fait, c'est ridiculement faible en nombre d'individus cette façon de faire de la biologie, vous voyez. C'est-à-dire que si vous prenez les oiseaux, par exemple, là, les oiseaux, c'est le sexe qui a 2 chromosomes différents, c'est les femelles. Les femelles on appelle ZW et les mâles sont ZZ. Il y a même des espèces à l'intérieur d'une même espèce où cohabitent des individus qui ont on va dire le système XXXY et le système ZZ et ZW. Donc déjà ça, vous voyez, même au niveau des chromosomes, c'est pas si simple que ça. Déjà la biologie ou la nature a développé d'autres systèmes. Mais vous avez plein d'autres systèmes pour faire du sexe. Enfin bon, je pense que tout le monde a vu je sais pas, le poisson clown, là, Nemo, je sais pas quoi. Vous voyez, ils avaient aussi dans les poissons, et c'est pas que les poissons, les petits poissons avec des jolies raies, là, c'est beaucoup les dorades, etc. C'est des poissons qui sont capables de changer de sexe pendant leur vie. Des poissons qui vivent par exemple dans des petites colonies où il y a une femelle dominante qui se reproduit qu'avec un seul mâle. Si cette femelle vient à mourir, à ce moment-là, c'est le mâle qui est copulé avec elle, qui va devenir femelle, donc qui va changer ses organes génitaux quand même, hein, et qui va se mettre à être capable de faire des petits poissons. Et un autre mâle de la dizaine de mâles de la colonie va prendre la place du mâle copulateur. Il y a des façons de faire du sexe, il y en a, je sais pas, peut-être qu'il y en a même qu'on connaît pas. C'est vraiment des exemples comme ça, il y en a plein. Les otiorynques, c'est un petit mammifère marin. Alors les femelles ont 5 fois XX, mais 5 fois XX qui sont pas similaires les uns aux autres, d'accord ? 5 paires de X qui sont pas identiques les uns aux autres, et les mâles ont 5 XY. Vous pouvez avoir aussi un nombre, la différence vient du nombre de chromosomes. Par exemple, il y a des espèces où il n'y a pas de Y. Donc, si vous avez un chromosome sexuel, vous êtes une femelle. Si vous n'avez pas du tout de chromosome sexuel, vous êtes un mâle. On apprend à l'école, c'est rarement ça. On apprend rarement qu'il y a des tas de formules, des tas de choses comme ça. La biologie n'est pas réductrice. La façon de faire du sexe, c'est incroyablement compliqué et incroyablement varié. Même si on se met, par exemple, dans l'espèce humaine ou les mammifères en général. Le processus sans doute le plus compliqué, c'est celui de la différenciation sexuelle. Parce que faire du foie, vous faites du foie ou de la rate ou des os ou n'importe comment, vous le faites pareil que vous soyez un mâle ou une femelle. Par contre, si vous devez devenir un mâle ou une femelle, ça nécessite quelque chose on imagine assez facilement que c'est plus compliqué. Parce que vous partez de quelque chose qui est identique, enfin, avec un système génital indifférencié, d'accord ? Donc jusqu'à la 6e, 7e semaine, l'embryon est rien. Ensuite, entre 7, 8, 9 semaines, vous différenciez, vous fabriquez d'abord ce qu'on appelle les gonades. Donc les gonades, hein, c'est les ovaires et les testicules. Donc on va dire qu'à la 9, 10e semaine, là je vous parle de l'humain, là, vous avez fabriqué, vous avez la différenciation des gonades, donc vous avez fait de la différenciation génétique en gros. Hein. C'est-à-dire que vous avez mis en place des organes génitaux qui vous permettent de ensuite aborder la deuxième partie de la différenciation, c'est-à-dire de faire les organes génitaux secondaires, parce que ces organes génitaux vont être capables de fabriquer des hormones. Parce que la distribution, entre guillemets, des chromosomes se fait dès le début. Vos spermatozoïdes, parmi les petites centaines de millions que vous faites, il y en a la moitié qui ont un X et la moitié qui ont un Y. Ça, c'est la situation théorique. Hein. Après, on parlera du fait que c'est pas tout le temps comme ça. Quand une femme fait un ovocyte, c'est pareil, sauf que là, il a un X ou un autre X de la mère. Au moment où ces deux cellules vont fusionner, les gamètes vont fusionner, et là, vous avez votre formule chromosomique. Si le spermatozoïde est Y, ben vous allez avoir une cellule fusionnée qui va être XY. Si le spermatozoïde est X, là, vous avez 2 X. Mais l'ensemble de votre génome participe à cette différenciation-là. Il y a
plusieurs gènes, une bonne dizaine, vingtaine, qui sont impliqués et qui sont pas du tout sur les chromosomes X et Y, hein, qui permettent de fabriquer, qui collaborent, qui se mettent à marcher à un moment et pas à un autre, etc., pour faire des organes génitaux masculins ou des organes génitaux féminins. Une fois que les organes génitaux sont en place, ovaires et testicules, une fois que vous avez ça, vous avez toute la partie qui va faire que vous faites une prostate, ou un vagin, ou enfin, vous voyez. Il peut y avoir effectivement aussi beaucoup de différences. Vous pouvez avoir beaucoup de variantes, de variations. Je pense que tout le monde pense qu'on est tous faits sur le même moule, avec les mêmes chromosomes, les mêmes organes génitaux, etc. Et tout ça est faux. C'est pour ça que la biologie n'est pas réductrice. La biologie, elle est l'inverse de la réduction. C'est très compliqué. Ce qui est réducteur, c'est le genre. C'est de dire, il y a des hommes, il y a des femmes. À vous écouter, moi j'ai une question qui a germé. On sait aujourd'hui que dans la vie, on a des comportements, des accidents qui ont un impact sur notre génotype. Je vais illustrer ça avec un exemple tiré de mon ancien métier, l'arboriculture. On a un arbre qui pousse, et à chaque fois qu'une petite branche pousse, bah, il y a de la mutation enfin, en tout cas, il y a de la division cellulaire, ça se reproduit. Et parfois, il y a une erreur. Et moi, je l'ai vécu sur un pommier, une branche qui s'est mise à faire des pommes grises alors qu'on faisait des pommes jaunes sur cet arbre. Et donc, on a coupé cette branche et on l'a greffée sur un autre arbre. Et maintenant, on a des arbres qui font des pommes grises. C'est le principe de l'évolution, ça, hein, entre parenthèses. C'est parce qu'on a eu des mutations comme ça qu'on est ce qu'on est et qu'on n'est pas resté des chimpanzés ou qu'on a évolué différemment d'un ancêtre commun entre les chimpanzés. Si vous dites erreur, vous avez un jugement moral. Faut dire qu'il s'est fait quelque chose de différent. La biologie, c'est ça aussi, hein, c'est une source de diversité incroyable. Hein. Parce que à force, vous voyez, moi j'ai tout le temps beaucoup été confrontée à des médecins qui m'expliquaient que il y avait les intersexes, c'était des erreurs de la différenciation. Alors, les intersexes eux-mêmes se sont beaucoup battus pour qu'on arrête de dire qu'ils étaient malades, qu'ils étaient voilà. Donc maintenant on dit désordre de la disorder of sex differentiation. C'est un peu pareil, mais bon, et d'ailleurs ils sont pas ravis non plus, mais c'est mieux que parler de malade. Mais un intersexe, c'est quelqu'un qui n'a pas soit la formule chromosomique classique, soit plusieurs chromosomes sexuels, soit un seul X, soit 3X, soit 2X et un Y, etc. Hein, c'est des combinaisons qui peuvent être variées. Mais vous pouvez aussi avoir des individus qui ont une formule chromosomique qui a l'air à peu près, enfin qui a l'air normale, qui est normale, au sens, alors normal c'est pas bien non plus, mais qui est classique on va dire, XX ou XY, et par contre, qui ont des organes génitaux externes et internes en général, enfin souvent internes, qui ne correspondent pas à leur sexe chromosomique. Vous voyez, vous pouvez être XY et avoir des organes génitaux qui apparemment à l'extérieur sont féminins. Et les athlètes intersexes sont souvent cette configuration-là. Toutes ces personnes qui représentent quand même, on estime maintenant enfin, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est un article qui est paru dans Nature, célèbre revue scientifique, il y a 3-4 ans maintenant, même 5. On estime en général qu'au sens large du terme, 1 à 2% de la population, 1,5% de la population est touchée par ces problèmes d'intersexuation. Donc 1,5% de la population, c'est quand même pas négligeable, hein, ça représente beaucoup, je sais pas combien on est de milliards, mais ça fait beaucoup de millions, de centaines de millions de gens. C'est des personnes donc qui ont soit à la naissance l'aspect morphologique extérieur ne permet pas de dire si c'est un petit garçon ou une petite fille. Donc ça, c'est, je dirais, les cas extrêmes. Hein. Donc dans ces cas-là, malheureusement pour eux, souvent ils rentrent dans des cases de je vais corriger tout ça, que les médecins adorent, je vais corriger parce que c'est pas normal.
c'est contre ça que j'essaye de me battre et qu'on est beaucoup à essayer de faire ça, hein. C'est-à-dire à dire, ben, d'accord, c'est pas normal dans notre schéma binaire actuel parce qu'on estime qu'il faut qu'il y ait des garçons d'un côté, des filles de l'autre, mais pourquoi est-ce que c'est pas normal? Si la biologie a fait ça, pourquoi pas, je veux dire. Si leur vie est pas en danger, ce qui est le cas de 90% de ces enfants, pourquoi pas les laisser grandir dans leur état intersexe. C'est une, hein, et puis le jour où ils voudront changer, en général, c'est leur revendication. Le jour où ils voudront, si un jour la pression est importante et qu'on leur dit, bah, et où ils se sentent plutôt aller dans la classe des petites filles ou dans l'état des petits garçons, bah voilà, ils pourront changer, mais les obliger, les charcuter depuis qu'ils sont petits, pour les opérer, leur donner des hormones, etc., pour les remettre dans des catégories qui sont des catégories qui finalement n'ont de sens que social. La catégorie homme et la catégorie femme, c'est des catégories sociales. C'est pas forcément, vous voyez, le fait qu'il y ait des intersexes montre que ce ne sont pas des catégories biologiques. La biologie ne fait pas forcément quelque chose qui est purement mâle, qui est totalement mâle, et quelque chose qui est totalement femelle. Elle fait des intermédiaires entre les deux. Voilà. Bon, il y a deux manières d'intervenir, soit par chirurgie, soit par hormones. Et c'est une prescription à vie, ça c'est certain. C'est pour ça que je pense beaucoup d'associations d'intersexes demandent qu'on laisse les choses évoluer un peu naturellement, je dirais, c'est-à-dire sans intervention définitive. Je pense que nombre d'associations et de militants, ils n'ont pas envie qu'on les définisse comme mâles et femelles puisqu'ils ne le sont pas. Le fait que cette biologie-là existe remet en cause le fait que d'un côté il y a des hommes et de l'autre côté il y a des femmes. En fait, il y a autant de situations que d'intersexes, je dirais. C'est-à-dire qu'il y en a qui ne cherchent qu'une chose, c'est-à-dire effectivement à se fondre dans le moule de bah, moi je me sens homme, donc je veux être qu'on me considère comme un homme, même si j'ai pas biologiquement totalement les attributs des hommes, et à l'inverse. Donc bon, après c'est un problème de ressenti individuel, mais de fait, ils ne rentrent pas totalement dans les cases. Ils sont sur la position fichez-nous la paix biologiquement. Laissez-nous être ce qu'on veut biologiquement et bah, attribuez-nous si ça vous arrange mâle ou femelle ou homme ou femme, mais laissez-nous tranquilles. Tous les témoignages que j'ai vus c'est glaçant, hein. Enfin, c'est un peu moins maintenant, mais il y a un médecin qui est très célèbre dont j'oublie malheureusement à chaque fois le nom, qui est un chirurgien suisse qui est parti, qui a opéré des enfants des enfants intersexes pendant 20 ans de sa vie et qui, au bout de 20 ans, après avoir discuté avec des féministes, etc., et des intersexes beaucoup, a fini par partir en croisade pour dire à ses collègues arrêtez d'opérer, arrêtez, 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 attendez, n'opérez pas à la naissance, et il est ostracisé. Hein. Alors, on voit que il y a des mâles qui peuvent être porteurs de l'enfant, il y a des mâles, enfin, il y a pourquoi mâle, pourquoi femelle? Ça, c'est des termes fonctionnels pour différencier. Vous pourriez dire pour les bactéries, il y a d'autres termes. On dit positif, négatif. Il reste, je dirais, pour l'instant encore incontournable, le fait qu'il faut un gamète mâle et un gamète femelle pour faire un embryon. En tout cas, chez les mammifères, dans les espèces, sinon vous avez enfin, dans les plantes par exemple, c'est pas forcément comme ça. Hein. Il y a les espèces sans sexe se reproduisent. Les virus, ils n'ont pas besoin, ils s'en foutent, ils s'auto-reproduisent. Donc la parthénogenèse, ça existe aussi dans un certain nombre d'espèces. C'est-à-dire vous êtes vous, puis le lendemain vous êtes deux, vous êtes trois, vous êtes etc. Vous vous reproduisez vous-même. En général, c'est pas des organismes extrêmement compliqués, mais il y a des serpents, par exemple, qui sont quand même des organismes assez évolués, qui sont capables de se reproduire par parthénogenèse, c'est-à-dire que les femelles redonnent des individus à l'infini. Il n'y a pas de fusion, vous voyez, il n'y a pas besoin de deux individus pour en faire un troisième. Voilà. Donc mâle-femelle, ça a à voir avec ça.
Alors on aurait pu dire, je sais pas quoi, moi, parent 1, parent 2, ou j'en sais rien, vous voyez. C'est pour montrer qu'il y a deux parents, justement, pour le coup, qui donnent un troisième individu. Oui, on aurait pu, je sais pas du tout pourquoi on dit mâle-femelle. Maintenant, mâle-femelle ou homme-femme, ça, c'est comme je vous disais, c'est très connoté, et on projette sur tous les animaux le fait que les lions sont, il est fort, etc. Bon, chez l'humain, le dimorphisme sexuel, il est limité, on va dire, hein. Un homme, une femme, la différence de taille, elle est minime, la différence de corpulence aussi. Enfin, c'est pas ça qui va faire la différence. C'est vrai pour les mammifères en général, je pense. Un, un lion et une lionne sont pas si différents que ça. Une souris, deux souris, vous faites pas la différence si vous regardez pas très près. Par contre, il y a même des espèces, je vous dis, d'insectes où la femelle est 10 fois plus grosse que le mâle. Femelle et réceptacle, tandis que le mâle, sur l'objet de la reproduction, hein, bien sûr, le mâle va être volatile, quoi. Il va parce que même dans les plantes, je reviens à mon ancien métier, les kiwis, pour faire pousser des kiwis, il faut un mâle et plein de femelles autour parce que, le pollen va partir sur les fleurs femelles, heu et les fleurs du mâle, les fleurs de l'espèce mâle vont tout simplement flétrir et rien donner du tout. Il y a le pollen qui part et puis après le mâle, le plan mâle, il y a plus rien du tout, quoi. C'est volatile, c'est mort. Et par contre les fruits femelles, enfin les fleurs femelles vont réceptionner le pollen, dans les pistils, et c'est là où ça va faire un fruit. Donc en fait, c'est un peu ça. Vous savez, ça a été très théorisé, ça, hein, ça a aussi été théorisé par ce qu'on appelait la sociobiologie, c'est-à-dire dans les années 80, qui étaient des gens qui disaient, vous voyez, c'est pas pareil, mâle femelle, qui ont projeté là-dessus toute une idéologie sexiste, on va dire. C'est-à-dire, bah voilà, il y a des gros gamètes qui sont statiques, qui veulent rien faire, qui ont pas, qui sont uniques, qui ont voilà. Et à côté de ça, il y a des milliards de petits spermatozoïdes qui arrivent, qui se bagarrent les uns avec les autres pour aller féconder l'ovocyte, d'accord, l'ovule. Certains comportements sociaux sont-ils le résultat d'une réalité biologique? Et si oui, lesquels et pourquoi? J'ai pas de réponse à cette question. Avoir ses règles, c'est un comportement, ça peut induire un comportement social, c'est-à-dire que vous avez mal au ventre, vous pouvez rester chez vous, etc. Et c'est une réalité biologique que les hommes n'ont pas. Donc, un garçon qui fait 1,90 m, 110 kilos, et un garçon qui fait 1,50 m et 45 kilos, ils n'auront pas non plus les mêmes comportements en société. C'est difficile, hein, cette question. Allez, Ouais. moi, j'ai pas de réponse, franchement. En tout cas, c'est sûr que ça a un impact, mais vous pouvez pas le dire, et c'est même globalement, c'est difficile de dire lequel. Mais le mythe de la testostérone, c'est gonflant, et c'est un mythe, quoi, hein. D'abord, on vous explique depuis que vous êtes petit, et si vous êtes un petit garçon, on vous dit qu'il faut que vous soyez fort, qu'il faut que vous couriez plus vite, que vous ceci, ça, et on vous donne les moyens de faire tout ça. Et depuis que et on vous explique que aussi, c'est parce que vous faites de la testostérone. Le problème, c'est que si vous courez, par exemple, si vous courez tous les jours, vous faites de la testostérone. La testostérone, c'est l'hormone de l'effort, c'est une hormone qui est fabriquée quand vous faites des, de l'activité physique. Et donc, j'imagine que, je sais pas moi, la championne du monde de 800 mètres ou de 100 mètres, etc., elle a plus de testostérone que vous. Là aussi, c'est variable. C'est-à-dire, vous n'avez pas un taux de base de testostérone. Vous pouvez le modifier, votre taux de testostérone. Là, pour le coup, vos activités modulent votre biologie. On ne peut pas totalement nier non plus, ça serait absurde encore une fois, que de nier le fait que on n'a pas la même quand on est un homme et quand on est une femme, on n'a pas la même biologie, ça c'est sûr. Évidemment que si vous êtes
depuis le début, hein, c'est tous les il y a plein d'études sur les petits, les bébés, hein. Entre un bébé qui pleure, entre l'interprétation du bébé qui pleure, si c'est un garçon ou une fille, l'interprétation par les adultes environnants est très différente, hein. C'est-à-dire, un bébé garçon qui pleure, tout le monde va dire que c'est parce qu'il est en colère. Un bébé fille qui pleure, tout le monde va dire que c'est parce que elle a faim, elle veut qu'on la câline, etc. Hein, il y a eu des dizaines, centaines d'études là-dessus montrant que l'interprétation des adultes n'est pas la même. Et forcément, l'interprétation de l'adulte a un impact, même si c'est pas dans la toute petite enfance jusqu'à 6 mois ou je sais pas quoi, il y a forcément un impact sur votre façon d'agir après. Le sport est pas proposé de la même façon aux garçons et aux filles, hein. Un garçon, ça doit faire du foot et ça doit se castagner avec ses petits copains. Une fille, ça doit faire de la danse. Évidemment que vous vous développez pas pareil. Si vous courez tous les jours de votre enfance, vous faites des muscles. Si vous vous contentez de sauter à la corde, ou je sais pas, et encore sauter à la corde, c'est du physique, mais si vous vous contentez de rester avec vos copines autour de la cour, parce que c'est ceux qui occupent le milieu de la cour et qui jouent et qui font, c'est les garçons, bah vous allez pas vous muscler pareil, ça c'est clair. Il y a forcément un impact du genre. C'est incroyablement difficile de définir un critère qui fait que vous êtes une femme. Oui, les femmes ont des ovaires, mais pas toutes les femmes ont des ovaires. Oui, les femmes ont leurs règles, mais à partir de 45 ans, elles n'en ont plus. Vous voyez, elles en ont eu, oui, certainement. Mais il y a des femmes qui n'ont pas de règles non plus. C'est pas pour ça qu'elles sont pas des femmes. Ouais, ça revient un peu à votre question d'avant, mais vous savez, il y a quelques années, il y a un intersexe qui avait demandé à ce qu'on crée une troisième catégorie, enfin que sur sa carte d'identité soit pas écrit mâle-femelle. Il a gagné d'abord en un premier tribunal qui a dit bon d'accord, puis ensuite la Cour de cassation a pris l'affaire en main et a rendu un jugement, a cassé le jugement elle-même, hein, personne l'a saisi. Elle a cassé le jugement et son jugement, je peux vous le retrouver, c'est très intéressant, c'est 2 phrases. Je l'ai. Ouais. La loi française ne permet pas de faire figurer dans les actes de l'état civil l'indication d'un sexe autre que masculin ou féminin, qu'elle justifie par cette explication. Dans les actes d'état civil, il n'existe que 2 mentions relatives au sexe, masculin, féminin. Cette binarité poursuit un but légitime, car elle est nécessaire à l'organisation sociale et juridique, dont elle constitue un élément fondateur. Voilà. Et ça dit tout de la société. Vous voyez, c'est vraiment enfin voilà, ça explique absolument pourquoi il faut dire homme-femme, parce que la société est basée là-dessus. Normalement, c'est inutile. Après, quand vous réfléchissez, si vous êtes un peu militante féministe comme moi, vous vous dites oui, mais on est dans une société où, de fait, les inégalités sont toujours dans le même sens. C'est toujours les femmes qui sont moins bien traitées que les hommes, d'accord ? Et donc, si vous voulez montrer mathématiquement que c'est comme ça, vous avez besoin de ces catégories. Vous avez besoin de pouvoir dire que 25% des femmes sont moins bien payées, enfin, que les femmes gagnent en moyenne, plus exactement, que les femmes gagnent en moyenne 20 ou 18, ou je sais plus quel est le chiffre actuel, % de moins que les hommes. Si vous n'avez pas cette bicatégorisation, vous pouvez plus dire ça. Ça, donc socialement, c'est triste à dire, mais si vous faites pas ça, vous dites pas non plus que en 1990 ou je sais pas quoi, il y avait 5% de femmes élues à l'Assemblée. Vous voyez ? C'est franchement difficile de dire que ça n'a pas de sens. Ça a un sens pour mettre en chiffres les inégalités. Pour ça a un sens. Ça n'a pas,
malheureusement, ça ne fait qu'entretenir le fait que il y a 2 catégories. Mais ça maintient les 2 catégories, mais si on veut être pragmatique, ça permet de montrer qu'une catégorie opprime l'autre. La catégorie sexe, la catégorie genre, en l'occurrence c'est plutôt la catégorie genre, mais qui repose sur le sexe, reste un facteur mondial, universel de discrimination. Ça reste le facteur universel de discrimination. Tiens. Cet épisode vous a été proposé par Mathieu Blais et Nicolas Chavardès.